Le 10 août 991, dans l'Essex, une armée anglaise s'est fait massacrer par des vikings norvégiens. Le commandant anglais, Byrhtnoth, avait 68 ans et des cheveux blancs comme neige. Il mesurait plus de 1,80 m, ce qui faisait de lui un géant pour l'époque. C'était l'un des hommes les plus puissants du royaume, possédant des terres dans 10 comtés différents. Ce jour-là, les Vikings lui ont tranché la tête sur le champ de bataille. La défaite a coûté 10 000 livres d'argent au roi Ethelred, soit 3 700 kg de métal précieux. C'était le premier versement d'une série qui allait ruiner l'Angleterre. En 25 ans, le royaume a payé plus de 50 tonnes d'argent aux Vikings. En 1016, un roi danois nommé Knut s'est installé sur le trône d'Angleterre. La dynastie anglo-saxonne était morte. Tout a commencé à Maldon. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Quand Ethelred est monté sur le trône en 978, l'Angleterre vivait son âge d'or. Son père Edgar avait régné 16 ans sans voir un seul drakkar viking. Les monastères débordaient d'or et d'argent. Les villes prospéraient. Le royaume était riche, unifié, en paix, mais Ethelred n'avait que 10 ans. Son frère aîné Edward venait d'être assassiné, probablement par des nobles qui voulaient mettre Ethelred sur le trône. Un conseil de régence gouvernait, composé de seigneurs qui se détestaient et se battaient pour le pouvoir. Pendant que la cour s'entretuait, personne ne surveillait les côtes. En 980, Southampton a brûlé. Des Vikings venus d'Irlande avaient débarqué, pillé la ville, massacré les habitants. En 982, Portland a subi le même sort. En 988, Watchet a été rasé. Ces raids venaient de colonies vikings installées dans les îles britanniques. Des hommes qui connaissaient parfaitement les côtes anglaises et savaient tout frapper. L'armée anglaise n'était plus celle d'Alfred le Grand. Le noyau dur, les guerriers professionnels, s'étaient dissous. La défense reposait sur le Fyrd, une milice de fermiers qui combattaient à pied avec des lances et des boucliers. Ces hommes cultivaient la terre 11 mois par an. Ils n'avaient jamais vu de vraie bataille. Face à des Vikings qui passaient leur vie à tuer, ils n'avaient aucune chance. Chaque raid réussi en attirait d'autres. Les Vikings se parlaient entre eux, échangeaient des informations. L'Angleterre était riche et faible, la combinaison parfaite. En 991, une flotte massive a décidé de tenter le coup. L'été 991, 93 drakkars ont remonté la côte est de l'Angleterre. À leur bord, environ 3000 à 4000 guerriers vikings. Leur chef s'appelait Olaf Tryggvason, un Norvégien de 27 ans avec une histoire digne d'une saga. Son père, un petit roi norvégien, avait été assassiné avant sa naissance. Sa mère avait fui en Estonie avec le bébé, mais ils avaient été capturés par des pirates. Olaf avait grandi comme esclave, jusqu'à ce qu'un oncle le rachète et l'emmène à la cour du prince Vladimir de Kiev. Là-bas, Olaf était devenu chef de la garde personnelle du prince, un guerrier réputé, mais Vladimir s'était méfié de sa popularité. Olaf était parti, avait formé sa propre bande de vikings, avait pillé les côtes de la Baltique. Il s'était marié à une reine locale, avait combattu dans des guerres entre royaumes, puis sa femme était morte, et Olaf avait décidé de conquérir la Norvège. Pour cela, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. L'Angleterre allait payer. La flotte a d'abord attaqué Folkestone dans le Kent. La ville a été détruite. Les habitants ont été massacrés ou vendus comme esclaves. Sandwich a subi le même sort. En août, Ipswich a été pillé pendant plusieurs jours. Les Vikings emportaient tout ce qui avait de la valeur. Argent, or, nourriture, femmes. Après Ipswich, Olaf a fait voile vers Maldon. C'était une petite ville prospère sur l'estuaire de la Blackwater, avec un atelier monétaire royal. On y frappait les pièces d'argent du royaume. C'était exactement le genre d'endroit qu'Olaf cherchait. La flotte a remonté l'estuaire et s'est arrêtée près d'une petite île appelée North Sea Island, à 3 kilomètres de Maldon. L'île était séparée du continent par l'eau, mais à marée basse, une chaussée naturelle permettait de traverser à pied. Position défensive parfaite, protégée par l'eau à marée haute, capable d'attaquer à marée basse. Mais quelqu'un les attendait. Byrhtnoth était Ealdorman de l'Essex depuis 956. 35 ans de pouvoir. À 68 ans, c'était l'un des 4 ou 5 hommes les plus puissants d'Angleterre. Marié à la sœur de la reine douairière, il était parent du défunt roi Edgar. Il possédait des terres immenses en Essex, Suffolk et Cambridgeshire. Les moines d'Ely, où il avait fait don de villages entiers, le considéraient comme un saint vivant. Byrhtnoth avait combattu les Vikings en 988
et les avait vaincus. Il connaissait ses guerriers, savait comment ils pensaient. À la cour du roi Ethelred, il était le principal opposant à la politique d'apaisement. Quand l'archevêque de Canterbury suggérait de payer les Vikings pour qu'ils partent, Byrhtnoth disait qu'il fallait les tuer. Quand la nouvelle est arrivée qu'Ipswich avait brûlé et qu'une flotte viking remontait vers Maldon, Byrhtnoth a convoqué le Fyrd. Tous les hommes valides de l'Essex ont reçu l'ordre de se présenter avec leurs armes. Les vassaux de Byrhtnoth, une centaine de guerriers d'élite de sa maisonnée, formaient le noyau de l'armée. Le reste, 3000 à 4000 hommes, étaient composés de fermiers sans expérience militaire. Ces hommes savaient tenir une lance et un bouclier. Ils savaient former un mur défensif. Mais ils n'avaient jamais affronté de vrais vikings, ces tueurs professionnels qui avaient combattu dans 10 pays différents, qui portaient des cottes de mailles et des casques de fer, qui maniaient des haches, capables de fendre un homme en deux. Byrhtnoth est arrivé avec son armée au bord de la Blackwater. De l'autre côté de l'eau, sur Northey Island, les Vikings avaient établi leur camp. C'était la marée haute. L'estuaire était rempli d'eau. Personne ne pouvait traverser. Les deux armées se faisaient face en criant des insultes. Les Vikings ont envoyé un messager. L'homme a crié par-dessus l'eau. « Donnez-nous de l'or et de l'argent, et nous partirons sans combattre. C'est un bon arrangement pour vous. » C'était la tactique habituelle. Les Vikings ne venaient pas pour mourir, mais pour s'enrichir. Si on les payait sans qu'ils aient à risquer leur vie, tant mieux. Ils prenaient l'argent et partaient chercher une autre cible. La réponse de Byrhtnoth est devenue légendaire. Il a crié « Vous recevrez des pointes de lance pour tribut, des lames empoisonnées et de vieilles épées. Voilà le butin que vous méritez. » Byrhtnoth refusait de payer. Il voulait se battre. C'était une question d'honneur, mais aussi de stratégie. Il savait que si l'Angleterre payait les Vikings une fois, ils reviendraient. D'autres flottes viendraient. Le royaume serait saigné à blanc. La seule façon d'arrêter les raids était de vaincre les Vikings, de leur infliger une défaite si sanglante qu'ils n'oseraient plus revenir. Les deux armées ont attendu. À marée haute, personne ne pouvait traverser. Les Vikings criaient qu'ils allaient massacrer les Anglais. Les Anglais répondaient qu'ils enverraient ces païens en enfer. L'air résonnait d'insultes et de menaces, puis la marée a commencé à descendre. L'eau s'est retirée progressivement. La chaussée est apparue, un passage étroit d'une 30aine de mètres de large, boueux et glissant. Les Vikings ont tenté de traverser, mais Byrhtnoth avait posté 3 de ses meilleurs guerriers pour garder le passage. L'espace était si étroit que les Vikings ne pouvaient avancer que 3 ou 4 hommes de front. Les 3 guerriers anglo-saxons formaient un mur infranchissable. Bouclier contre bouclier, lance en avant. Ils attendaient. Chaque Viking qui s'aventurait sur la chaussée se faisait tuer ou repousser. Les Vikings ont essayé plusieurs fois. À chaque tentative, ils perdaient des hommes. Les cadavres s'accumulaient sur la chaussée boueuse. Les 3 guerriers anglais tenaient bon, tuant méthodiquement tous ceux qui approchaient. C'est alors que les Vikings ont fait une proposition. Leur chef a crié « Laissez-nous traverser. Retirez vos hommes de la chaussée. Battons-nous loyalement en terrain ouvert, homme contre homme, comme de vrais guerriers. » C'était un appel à l'honneur de Byrhtnoth. Un combat équitable, sans avantage défensif, juste la bravoure et la force de chaque armée. Les Vikings savaient que les Ealdorman étaient fiers, qu'ils valorisaient la gloire guerrière. Il jouait avec son ego, et Byrhtnoth a mordu à l'hameçon. Le poème qui raconte la bataille utilise un mot spécifique pour décrire la décision de Byrhtnoth, Ofermod. C'est un terme vieil anglais qui signifie orgueil excessif ou confiance démesurée. L'équivalent grec serait lubris, cette arrogance qui pousse les héros vers leur perte. Byrhtnoth voulait une victoire glorieuse, pas une victoire facile. Il voulait prouver que les Anglais pouvaient vaincre les Vikings en combat ouvert. Il voulait que les skaldes norvégiens chantent sa bravoure, que les moines écrivent son nom dans les chroniques. Il voulait être le nouvel Alfred le Grand. Mais il y avait peut-être aussi une raison stratégique. Si les Vikings restaient coincés sur l'île, ils pouvaient simplement remonter dans leurs navires et partir piller ailleurs. D'autres villes brûleraient, d'autres innocents mourraient. En acceptant la bataille ici, maintenant, Byrhtnoth forçait l'affrontement. S'il gagnait, il protégeait toute la région. Il a ordonné à ses 3 guerriers de se retirer. L'armée anglaise s'est reculée d'une centaine de mètres, se formant en ligne de bataille sur une légère pente, dans un champ de blé mûr. Les Vikings ont traversé la chaussée, lentement, prudemment. Ils se sont regroupés sur le continent et ont formé leur propre ligne. Les deux armées se faisaient maintenant face. Environ 3000 à 4000 hommes de chaque côté. Les Vikings portaient des cottes de mailles, des casques de fer
des haches à long manche. Les Anglais avaient des lances, des boucliers de bois, quelques épées. La plupart n'avaient pas d'armure. Les guerriers criaient, frappaient leurs lances contre leurs boucliers. Le bruit était assourdissant. Les Vikings hurlaient des chants de guerre. Les Anglais priaient Dieu de leur donner la force. Puis les archers ont tiré. Les premières flèches ont volé des deux côtés. Les archers anglais visaient les rangs vikings, cherchant les hommes sans casque, les guerriers mal protégés. Les Vikings répondaient avec leurs propres archers. Les flèches sifflaient dans l'air d'été, se fichant dans les boucliers avec un bruit sourd, transperçant les corps non protégés. Des hommes tombaient des deux côtés, hurlant. Une flèche dans l'œil, une flèche dans la gorge, une flèche dans la poitrine. Les blessés se tordèrent de douleur sur le sol. Leurs camarades enjambaient les corps et continuaient à se battre, puis sont venues les lances. Les deux armées se sont rapprochées jusqu'à être à portée de jet. Les guerriers ont lancé leurs javelots, des lames de fer au bout de manches de frêne. Un jet puissant pouvait transpercer un bouclier et tuer l'homme derrière. Des dizaines de lances ont volé. Les guerriers au premier rang levaient leurs boucliers pour se protéger. Certaines lances rebondissaient, d'autres transperçaient le bois et blessèrent les hommes. Les cris se mélangeaient avec le fracas du métal contre le bois. Un guerrier viking s'est avancé seul hors des rangs pour donner plus de force à son jet. Il a lancé sa lance avec toute sa puissance. Le javelot a traversé l'air et a frappé un guerrier anglais en pleine poitrine. L'homme s'est effondré, mort. Mais en s'avançant hors des rangs, le viking s'était exposé. Un archer anglais l'a visé et lui a planté une flèche dans le cou. Le viking est tombé entre les deux lignes, son sang coulant dans la terre du champ de blé. Puis les deux murs de boucliers se sont rencontrés. Le bruit était terrible. Des centaines de boucliers qui s'écrasent les uns contre les autres. Les hommes au premier rang poussaient de toute leur force, essayant de faire reculer l'adversaire. Les lances frappaient par-dessus les boucliers, cherchant un visage, un cou, une épaule exposée. C'était une mêlée brutale, serrée, étouffante. Les guerriers au premier rang sentaient l'haleine de leurs ennemis. Ils voyaient la terreur dans leurs yeux. Ils entendaient leurs cris de douleur quand une lame trouvait sa cible. Derrière le premier rang, d'autres guerriers poussaient, ajoutant leur poids à la ligne. Si un homme tombait, celui derrière prenait immédiatement sa place. Il ne fallait laisser aucune brèche dans le mur de bouclier, sinon les Vikings s'y engouffreraient et briseraient toute la ligne. Byrhtnoth combattait au centre, là où les combats étaient les plus féroces. Malgré ses 68 ans, il était encore redoutable. Son épée frappait par-dessus son bouclier, tuant les Vikings qui s'approchèrent trop près. Il criait des ordres à ses hommes, les encourageait à tenir bon. Autour de lui, ses vassaux formaient un rempart. Ces 100 guerriers d'élite étaient les meilleurs combattants de l'Essex. Ils portaient des cottes de mailles, des casques, maniaient des épées de qualité. C'étaient eux qui maintenaient la ligne, qui empêchaient l'effondrement. Mais les Vikings étaient meilleurs. Ces hommes avaient combattu en Irlande, en Écosse, en Francie. Ils savaient comment briser un mur de bouclier. Leurs haches à long manche pouvaient fendre un bouclier en deux d'un seul coup. Leurs chefs, les jarls et les hersirs, étaient des tueurs expérimentés qui repéraient les faiblesses dans les défenses ennemies. La ligne anglo-saxonne a commencé à plier. Les fermiers du Fyrd, ces hommes sans expérience, commençaient à paniquer sous la pression. Certains reculaient, d'autres regardaient vers les bois derrière eux, pensant à fuir. Byrhtnoth a vu le danger. Il a crié plus fort, encourageant ses hommes. Ses vassaux ont redoublé d'efforts, frappant avec rage. Pendant un moment, la ligne a tenu. Puis, un viking a lancé une lance. Le javelot a volé à travers la mêlée. La lame de fer a frappé Byrhtnoth au flanc, entre les côtes. Le vieil Ealdorman a vacillé sous l'impact. La douleur était atroce, mais il n'est pas tombé. Il a attrapé le manche de la lance, l'a cassé d'un coup de son bouclier. Le fer est resté planté dans sa chair, mais il a continué à se battre. Le sang coulait de sa blessure, trempant sa tunique. Byrhtnoth a aperçu le viking qui l'avait blessé. L'homme riait, pensant avoir tué le commandant anglais. Byrhtnoth s'est avancé et lui a donné un coup d'épée à la gorge. La lame a tranché la chair et l'os. Le viking est tombé, mort, son sang giclant sur le sol, mais Byrhtnoth était affaibli. Il bougeait plus lentement. Sa blessure le faisait souffrir. Un autre viking en a profité pour l'attaquer par le côté. L'homme a frappé avec son épée, visant le bras de Byrhtnoth. La lame a tranché profondément dans l'avant-bras, presque sectionnant le membre. L'épée de Byrhtnoth est tombée de sa main paralysée. Il a tenté de la ramasser de la main gauche, mais un troisième viking était déjà sur lui.
L'homme a planté une lance dans la poitrine de Byrhtnoth. Le coup était mortel. Le vieil Ealdorman est tombé à genoux. Le sang coulait de ses multiples blessures. Autour de lui, ses vassaux hurlaient de rage et de désespoir. Byrhtnoth a levé les yeux vers le ciel et a prié. Il a demandé à Dieu de protéger son âme, de l'accueillir au paradis. Puis un viking s'est approché avec une hache. Il a levé l'arme au-dessus de sa tête et l'a abattue sur le cou de Byrhtnoth. La tête du vieil homme a roulé sur le sol boueux. Les Vikings ont poussé un cri de victoire. Ils brandissaient la tête de Byrhtnoth comme un trophée. Un Saxon nommé Godric combattait dans les rangs anglais. Quand il a vu Byrhtnoth tomber, il a paniqué. Le commandant était mort. La bataille était perdue. Il fallait fuir. Le cheval personnel de Byrhtnoth se trouvait à proximité du champ de bataille. Godric a couru vers l'animal, a sauté en selle et s'est enfui au galop vers les bois. Ses deux frères, Godwyn et Godwig, l'ont suivi en courant. Le problème, c'est que beaucoup de soldats du Fyrd reconnaissaient ce cheval. Ils ont vu un cavalier monter sur le cheval de Byrhtnoth s'enfuir. Ils ont cru que c'était Byrhtnoth lui-même qui fuyait, leur commandant qui les abandonnait. La panique s'est répandue comme un feu de forêt. Des dizaines d'hommes ont rompu les rangs, puis des centaines. Ils ont jeté leurs armes et ont couru vers les bois, terrorisés. Le mur de boucliers s'est effondré. Les Vikings ont chargé dans la brèche. Ils massacraient tous les Anglais qu'ils rattrapaient. Des hommes mouraient en fuyant, frappés dans le dos par des haches et des épées. Le champ de bataille était jonché de cadavres. Mais tous n'ont pas fui. Les vassaux de Byrhtnoth, ces guerriers d'élite, n'ont pas couru. Ils se sont rassemblés autour du corps décapité de leur seigneur. Ils ont formé un cercle défensif, bouclier contre bouclier, et ont attendu les Vikings. Dans la société guerrière anglo-saxonne, la fidélité au seigneur était la plus haute valeur. Un vassal qui survivait à la mort de son maître au combat était déshonoré à jamais. Il ne pouvait plus se montrer en public. Sa famille portait la honte. Mieux valait mourir avec son seigneur que vivre dans le déshonneur. Ces hommes avaient fait leur choix. Ils allaient venger Byrhtnoth ou mourir en essayant. Byrhtwald, un vieux guerrier aux cheveux gris, a crié aux autres « L'esprit doit être plus ferme, le cœur plus audacieux, le courage plus grand. À mesure que notre force diminue, ces mots sont devenus les plus célèbres du poème. Ils résument l'idéal guerrier anglo-saxon. Combattre jusqu'à la mort, sans jamais céder, même face à des forces écrasantes. Les Vikings se sont jetés sur le cercle de défenseurs. C'était environ 100 guerriers anglais contre plus de 1000 Vikings. Le résultat était inévitable, mais les Anglais étaient déterminés à vendre chèrement leur vie. Le premier assaut viking a été repoussé. Les boucliers anglais ont tenu, les épées ont frappé, les lances ont transpercé. Des Vikings sont tombés, morts ou blessés. Mais il y en avait trop. Les Vikings attaquaient de tous les côtés. Ils frappaient sans relâche, cherchant une brèche dans la défense. Un à un, les guerriers anglais tombaient. Elfnoth a été le premier. Un Viking lui a planté une lance dans la poitrine. Il est mort en criant le nom de Byrhtnoth. Wulfmare a suivi. 3 Vikings l'ont attaqué en même temps. Il en a tué 2 avant qu'une hache ne lui fende le crâne. Elfwin, le fils d'un noble, a tué 5 Vikings avant d'être submergé. Il est mort couvert de sang. Le sourire aux lèvres, le cercle rétrécissait. Il ne restait plus que quelques dizaines de guerriers, puis une vingtaine, puis une dizaine. Ils continuaient à se battre, épuisés, blessés, mais refusant de tomber. Le dernier à mourir était un guerrier nommé Godric, homonyme du lâche qui avait fui sur le cheval de Byrhtnoth. Celui-ci s'est battu comme un lion. Il a tué 7 Vikings avant qu'une épée ne lui transperce le ventre. Il est tombé sur le corps de Byrhtnoth, mort comme il avait vécu, fidèle jusqu'à la fin. Quand les combats se sont enfin arrêtés, le champ de bataille ressemblait à un abattoir. Des centaines de cadavres jonchaient le sol. Le blé était couché, piétiné, rouge de sang. L'air puait la mort. Les Vikings avaient gagné, mais à un prix terrible. Ils avaient perdu tellement d'hommes qu'ils avaient à peine assez de survivants pour manœuvrer leurs 93 navires. Beaucoup de leurs meilleurs guerriers étaient morts. Les blessés gémissaient, attendant des soins que les Vikings n'avaient pas les moyens de fournir correctement. Olaf Tryggvason regardait le carnage. Il avait gagné la bataille, mais ce n'était pas la victoire facile qu'il espérait. Les 100 guerriers de Byrhtnoth avaient tué des dizaines de ses hommes. Peut-être plus. Les Vikings n'avaient pas l'énergie de compter leurs morts. Olaf a décidé de ne pas attaquer Maldon. Ces hommes étaient trop épuisés, trop peu nombreux. Au lieu de cela, la flotte viking est restée sur Northey Island pendant quelques jours, soignant les blessés, brûlant les corps des morts selon leur rite païen. Puis ils sont repartis.
Ils ont navigué le long de la côte, cherchant des cibles plus faciles. Mais la nouvelle de la bataille de Maldon s'était répandue. Les autres villes étaient maintenant sur leur garde. Les raids suivants étaient plus difficiles, moins rentables. Mais Olaf avait prouvé quelque chose d'important. L'Angleterre ne pouvait pas défendre ses côtes. L'armée anglaise, même commandée par un des meilleurs généraux du royaume, avait été détruite. Les Vikings pouvaient venir, piller et repartir presque impunément. Cette information allait changer l'histoire de l'Angleterre. Le corps de Byrhtnoth, ou ce qu'il en restait, a été transporté à l'abbaye d'Ely. Les moines l'ont enterré avec tous les honneurs. Sa veuve, Elfled, a fait don à l'abbaye d'une tapisserie racontant les exploits de son mari. Elle a probablement aussi commandé le poème qui raconte la bataille. Le poème ne glorifie pas seulement Byrhtnoth, il le critique aussi. Le mot « Offermod », cet orgueil excessif qui l'a poussé à laisser les Vikings traverser la chaussée, est un jugement sévère. Le poète suggère que Byrhtnoth a sacrifié son armée pour sa propre gloire. C'est une critique rare dans une société qui vénérait l'héroïsme guerrier. À la cour du roi Ethelred, le débat faisait rage. L'archevêque Sigeric de Canterbury a convoqué un conseil avec les ealdormen des provinces du sud-ouest. La question était simple. Continuer à combattre les Vikings ou les payer pour qu'ils partent? Sigeric plaidait pour le paiement. « Nous n'avons pas les moyens militaires de les vaincre », disait-il. « Byrhtnoth était notre meilleur général et il est mort. Son armée était la plus forte du royaume et elle a été détruite. Comment pouvons-nous espérer gagner une autre bataille ?» Les opposants répondaient que payer inviterait d'autres flottes vikings. Si nous payons une fois, ils reviendront. D'autres viendront. Nous serons saignés à blanc. Sigeric avait une réponse. Si nous refusons de payer, ils resteront et continueront à piller jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Au moins, en payant, nous gagnons du temps. Peut-être qu'ils partiront vraiment. C'était un argument raisonnable. Mais c'était aussi une illusion. Les Vikings ne partiraient jamais tant que l'Angleterre aurait de l'argent à donner. Ethelred a écouté ses conseillers. Il avait 24 ans, aucune expérience militaire, et la mort de Byrhtnoth l'avait terrifié. Il a pris la décision qui allait détruire son royaume. Il a décidé de payer. Rassembler 10 000 livres d'argent était une entreprise colossale. Ça représentait 3 700 kg de métal précieux. Pour mettre ce chiffre en perspective, une brebis valait 5 pennies d'argent, un cochon 10 pennies. Il y avait 240 pennies dans une livre. Donc 10 000 livres, 2 400 000 pennies, 480 000 brebis. Ethelred a taxé tout le royaume. Chaque propriétaire terrien devait contribuer selon la taille de ses domaines. Les monastères devaient fondre leur argenterie. Les nobles devaient vider leurs coffres. Même les paysans devaient donner ce qu'ils pouvaient. L'argent a été rassemblé pièce par pièce, lingot par lingot. Des chariots transportaient le métal précieux vers un point de collecte. Des gardes armés protégeaient les convois contre les bandits. Le processus a pris des semaines. Finalement, les 10 000 livres ont été réunis. Ethelred a envoyé des émissaires rencontrer Olaf Tryggvason. La flotte viking était maintenant au large de Southampton. Les négociations ont été brèves. Olaf voulait l'argent. Ethelred voulait la paix. Ils se sont mis d'accord. Le transfert a eu lieu sur une plage. Les Vikings ont compté soigneusement chaque pièce, chaque lingot. Ils ont pesé l'argent pour s'assurer qu'ils n'étaient pas trompés. Quand ils ont été satisfaits, Olaf a donné sa parole qu'il partirait. Et il est parti. La flotte a navigué vers le sud, puis a fait le tour de la côte jusqu'en Normandie. Olaf avait maintenant assez d'argent et d'hommes pour conquérir la Norvège. En 995, après le meurtre du Jarl Håkon Sigurdsson qui gouvernait la Norvège, Olaf est retourné dans son pays natal. Il a vaincu ses rivaux et s'est emparé du trône. Il est devenu roi Olaf Ier de Norvège. Les 5 années suivantes, il a christianisé le pays par la force, détruisant les temples païens, tuant ou exilant ceux qui refusèrent de se convertir. L'argent anglais avait financé la conquête et la conversion forcée de la Norvège. Mais ce n'était que le début. En 994, une nouvelle flotte viking est arrivée. Cette fois, Olaf lui-même était de retour, accompagné de Sven à la barbe fourchue, le roi de Danemark. Ils avaient 94 navires. Ils ont attaqué Londres le 8 septembre. Les défenses de Londres ont tenu. La ville avait de solides murailles romaines et une garnison importante. Les Vikings ne pouvaient pas prendre Londres par la force. Frustrés, ils se sont répandus dans la campagne environnante. Ils ont brûlé les villages, pillé les fermes, tué les habitants. Ethelred a payé 16 000 livres. En plus, il a donné aux Vikings la permission de passer l'hiver à Southampton, avec provisions fournies par les Anglais.
Les Vikings sont restés plus d'1 an vivant confortablement aux frais du royaume. En 1002, après un autre raid, Ethelred a payé 24 000 livres. Les sommes augmentaient à chaque fois. Les Vikings avaient compris le système. Plus ils terrorisaient le pays, plus le roi payait. C'était devenu un business model. Des flottes arrivaient de Norvège, du Danemark, d'Irlande. Toutes voulaient leur part du gâteau anglais. L'Angleterre était comme une vache à lait qu'on pouvait traire indéfiniment. Ethelred, désespéré, a tenté une solution extrême. Le 13 novembre 1002, jour de la Saint-Brice, il a ordonné le massacre de tous les Danois vivant en Angleterre. L'ordre était clair, tuer tous les Danois, hommes, femmes, enfants. Peu importait qu'ils vivaient en Angleterre depuis des générations, qu'ils étaient chrétiens, qu'ils n'avaient rien à voir avec les raids vikings. S'ils avaient du sang danois, ils devaient mourir. Des mobs de citoyens anglais ont attaqué les communautés danoises. À Oxford, des Danois se sont réfugiés dans une église. Les Anglais ont barricadé les portes et ont mis le feu au bâtiment. Tous sont morts, brûlés vifs. Des milliers de personnes ont été tuées ce jour-là. Parmi les victimes se trouvait la sœur de Sven à la barbe fourchue. Le roi de Danemark était fou de rage. Il a juré de venger sa famille. En 1003, Sven est revenu avec une armée massive. Mais cette fois, ce n'était pas un raid. C'était une invasion. Sven voulait conquérir l'Angleterre, détruire Ethelred, prendre le trône pour lui-même. Les raids sont devenus des guerres. Les Vikings ne partaient plus après avoir reçu leur tribut. Ils restaient, occupaient des territoires, construisaient des fortifications. Ils se comportaient comme des conquérants, pas comme des raideurs. En 1007, Ethelred a payé 36 000 livres pour acheter 2 ans de paix. En 1009, une nouvelle armée viking sous Thorkel le Grand a débarqué et a ravagé le Kent. Canterbury a été assiégée. En 1011, les Vikings ont pris la ville et ont capturé l'archevêque Elfhéa. Les Vikings ont exigé une rançon pour l'archevêque. Elfhéa a refusé de laisser son église payer. Il disait que l'argent devait servir à nourrir les pauvres, pas à enrichir des païens. Les Vikings, ivres et furieux, l'ont lapidé à mort avec des os de bœuf. En 1012, Ethelred a payé 48 000 livres. C'était 5 fois le premier Danegeld de 991. Au total, entre 991 et 1016, l'Angleterre a versé plus de 137 000 livres d'argent aux Vikings. C'est environ 50 tonnes de métal précieux. Pour financer ces paiements, Ethelred a créé une taxe permanente appelée Eregeld, prélevée chaque année sur tous les propriétaires terriens. Cette taxe a transformé l'économie anglaise. Les petits propriétaires ne pouvaient pas payer. Ils ont été forcés de vendre leurs terres aux grands nobles qui, eux, avaient des moyens. La structure sociale s'est concentrée. Les riches sont devenus plus riches. Les pauvres ont perdu ce qu'ils avaient. Mais même cette taxe ne suffisait pas. Ethelred a dû emprunter auprès des monastères. Il a confisqué des terres d'église. Il a augmenté les taxes sur le commerce. Le royaume était saigné à blanc. Et pendant tout ce temps, les Vikings continuaient à venir. Chaque paiement en attirait d'autres. La nouvelle s'était répandue dans toute la Scandinavie. L'Angleterre paie. Venez chercher votre part. En 1013, Sven à la barbe fourchue en a eu assez de recevoir des tribus. Il voulait le royaume lui-même. Il a débarqué avec une grande armée et a marché sur Londres. La résistance anglaise s'est effondrée. Ville après ville, les nobles se sont soumis au roi danois. Ethelred a fui en Normandie. Sven est devenu roi d'Angleterre. Mais 5 semaines plus tard, il est mort subitement, peut-être d'une crise cardiaque. Son fils Knut a hérité de ses prétentions. Ethelred est revenu d'exil et a tenté de reprendre son trône. Une guerre civile sanglante a déchiré le royaume. En 1016, Ethelred est mort. Son fils Edmund Côte de Fer a continué le combat. Mais à la bataille d'Assandun, Knut l'a vaincu. Edmund et Knut ont divisé l'Angleterre entre eux. Quelques mois plus tard, Edmund est mort, probablement assassiné. Sinutt est devenu roi de toute l'Angleterre. Il a régné jusqu'en 1035. Fondant un empire de la mer du Nord qui incluait l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. La dynastie anglo-saxonne était morte. Le royaume fondé par Alfred le Grand était tombé. Et tout avait commencé avec une bataille perdue sur les rives de la Blackwater, le 10 août 991. Il y a une ironie cruelle dans l'histoire. En 1018, 2 ans après être devenu roi, Knut a décidé qu'il n'avait plus besoin de son armée viking. Il avait 6 000 guerriers, avec rien à faire, sauf causer des problèmes. Il les a payés pour qu'ils rentrent chez eux. La somme était astronomique. 72 000 livres d'argent pour l'armée, plus 10 500 livres supplémentaires de la ville de Londres. C'était 82 500 livres au total.
plus de 8 fois le premier Danegeld de 991. Pour réunir cet argent, Knut a taxé l'Angleterre plus lourdement qu'Ethelred ne l'avait jamais fait. Mais cette fois, les Anglais ont payé sans se plaindre. Pourquoi? Parce que Knut était leur roi. Ce n'était pas un tribut à des envahisseurs étrangers. C'était une taxe légitime pour payer une armée qui protégeait le royaume. Les 82 500 livres de 1018 ont acheté la paix. Les Vikings sont partis, ils ne sont jamais revenus en force. Knut a régné pendant 19 ans, et l'Angleterre a prospéré sous son règne. Si Ethelred avait eu le courage de se battre en 991, s'il avait envoyé une deuxième armée après la défaite de Maldon, s'il avait refusé de payer, peut-être que l'histoire aurait été différente. Peut-être que les Vikings auraient compris que l'Angleterre se défendrait, que les raids n'en valaient pas la peine. Mais Ethelred a payé, et ce premier paiement a tout changé. Le poème qui raconte la bataille de Maldon a été écrit peu après les événements, probablement par un moine qui connaissait Byrhtnoth ou sa famille. C'est l'un des plus beaux textes de la littérature vieille anglaise. Malheureusement, le manuscrit original a été détruit dans un incendie en 1731. Seule une copie du XVIIIe siècle a survécu, et elle est incomplète. Le début et la fin du poème sont perdus, ce qui reste fait 325 lignes. Le poème commence avec Byrhtnoth organisant son armée. Il se termine avec les derniers guerriers mourant autour du corps de leur seigneur. Entre les deux, il y a des discours, des descriptions de combats, des noms de guerriers qui sont morts bravement. Le poème glorifie les valeurs guerrières anglo-saxonnes, courage, fidélité, honneur. Les guerriers qui meurent autour de Byrhtnoth sont présentés comme des héros. Leurs discours avant de mourir sont devenus célèbres, mais le poème contient aussi une critique. L'Offermod de Byrhtnoth, son orgueil excessif, est présenté comme la cause de la défaite. En laissant les Vikings traverser la chaussée, Byrhtnoth a sacrifié son armée pour sa gloire personnelle. C'était héroïque, mais c'était aussi stupide. Cette tension traverse tout le poème. Les guerriers sont admirables, mais leur sacrifice est inutile. Ils ne sauvent pas le royaume. Ils ne vainquent pas les Vikings. Ils meurent pour l'honneur. Et l'Angleterre paie le prix en or et en argent. En 1769, quand des travaux ont été effectués dans l'abbaye d'Ely, des ouvriers ont découvert le squelette de Byrhtnoth. Il mesurait effectivement plus de 1,80 mètres, confirmant les descriptions du poème. Mais le crâne manquait, confirmant aussi qu'il avait été décapité. En 2006, une statue de Byrhtnoth a été érigée sur le front de mer de Maldon. Elle regarde vers Northey Island, là où les Vikings ont campé plus de 1000 ans auparavant. C'est un monument au courage, mais aussi un rappel des conséquences de l'orgueil. La bataille de Maldon enseigne plusieurs leçons. Première leçon, le courage ne suffit pas. Byrhtnoth était brave. Ces hommes étaient courageux. Mais ils ont perdu parce qu'ils affrontèrent des guerriers professionnels mieux équipés et plus expérimentés. La bravoure ne remplace pas l'entraînement et l'équipement. Deuxième leçon, l'honneur peut être un luxe dangereux. Byrhtnoth aurait pu massacrer les Vikings sur la chaussée. Il aurait gagné facilement et rentré chez lui en héros. Mais il voulait une victoire glorieuse, et cette recherche de gloire a tué son armée. Troisième leçon, payer un agresseur ne garantit jamais la paix. Le Danegeld de 991 n'a pas dissuadé les Vikings. Au contraire, il les a encouragés. Chaque paiement attirait plus de raiders. L'Angleterre s'est retrouvée prise dans un engrenage dont elle ne pouvait plus sortir. Quatrième leçon, une petite défaite peut avoir des conséquences énormes. La bataille de Maldon n'était qu'un affrontement mineur entre deux armées de quelques milliers d'hommes. Mais ces conséquences ont changé l'histoire de l'Angleterre. En 25 ans, le royaume anglo-saxon a disparu. Ces leçons ont résonné à travers les siècles. En 1911, Rudyard Kipling a écrit un poème intitulé Danegeld, qui se terminait par ces vers. Une fois que tu as payé celui qui fait chanter, tu ne te débarrasses jamais du Danois. L'expression est devenue un avertissement politique. Au XXe siècle, elle a été utilisée pour critiquer la politique d'apaisement de Chamberlain envers Hitler. L'idée est simple. Céder face à l'agression ne fait qu'encourager plus d'agression. La défaite de Maldon a coûté cher à l'Angleterre. Pas seulement en argent, bien que 50 tonnes de métal précieux sur 25 ans soit une somme colossale. Elle a coûté la confiance. Elle a coûté l'indépendance. Elle a coûté la couronne. Les hommes qui sont morts à Maldon ne pouvaient pas savoir que leur défaite marquait le début de la fin. Ils croyaient défendre un royaume éternel. Mais l'Angleterre anglo-saxonne ne durerait qu'un quart 500e siècle de plus,
En 1066, 50 ans après la mort d'Ethelred, Guillaume le Conquérant a envahi l'Angleterre et a vaincu le dernier roi anglo-saxon à Hastings. Les Normands étaient les descendants des Vikings qui s'étaient installés en France un siècle plus tôt. Même après Cnut, même après la restauration de la dynastie anglaise avec Édouard le Confesseur, les descendants des Vikings finissaient toujours par conquérir l'Angleterre. Mais le souvenir de Maldon était resté. Le poème a survécu, copié et recopié par des moines à travers les siècles. L'histoire de Byrhtnoth et de ses guerriers fidèles est devenue un mythe fondateur de l'identité anglaise. Les valeurs que le poème célèbre, courage face à des forces supérieures, fidélité jusqu'à la mort, refus de se rendre, ont survécu à la défaite de Maldon, à la conquête danoise, à la conquête normande. Elles font partie de ce que signifie être anglais. Sur les rives de la Blackwater, quand la marée est basse et que la chaussée de Northey Island apparaît dans la boue, on peut encore imaginer cette journée d'août 991. On peut voir les deux armées face à face. On peut entendre les cris de guerre. On peut sentir la terreur des fermiers qui se préparaient à affronter des tueurs professionnels. Ces hommes ont perdu. Leur royaume est tombé, mais leur histoire a gagné. Plus de 1000 ans après leur mort, nous racontons encore leur bataille. Nous nous souvenons encore de leurs noms. Nous admirons encore leur courage, même en critiquant l'orgueil de leur commandant. C'est peut-être la vraie leçon de Maldon. Pas que le courage suffise, ou que l'honneur soit toujours sage, ou que payer soit toujours une erreur, mais que certains moments, certains choix, certaines batailles deviennent plus grands que leurs participants. Ils deviennent des symboles, des avertissements, des leçons pour les générations futures. Le 10 août 991, Byrhtnoth et ses hommes ont affronté les Vikings sur les rives de la Blackwater. Ils ont combattu, ils ont perdu, ils sont morts. Et leur défaite a changé le cours de l'histoire.